Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de Monsieur Joe. Monsieur Joe, c'est Joël Lelan, ingé, project manager, curieux et éclectique. Justement, comme ce podcast, tourné vers les entrepreneurs, les entrepreneuses, francophones et francophiles d'Allemagne et d'ailleurs. Nous nous attachons à découvrir les différentes facettes, parcours de créateurs de projets par un échange convivial. C'est parti! Aujourd'hui, nous recevons pour ce 64e épisode Camille Cosson. Camille va nous parler de son activité rédactrice web SEO. Alors, qu'est-ce que c'est? En français, c'est le référencement. En anglais, c'est Search Engine Optimization. Mais on va laisser Camille nous expliquer tout cela en détail. Après, nous avoir présenté un peu son parcours. Camille, comment vas-tu? Eh ben écoute, super, très bien. Je suis très contente de discuter avec toi aujourd'hui. Mais écoute, c'est un plaisir partagé. Je suis content de t'avoir sur ce podcast. Tu connais le format. Nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc, Camille, c'est à toi. Raconte-nous un peu ton parcours, s'il te plaît. Ok. Et ben à la base, quand j'étais petite, j'étais très créative. J'étais tout le temps en train de dessiner, de bricoler des choses, etc. Et du coup, dès le lycée, grâce à ma maman, quand je voulais devenir décoratrice d'intérieur, en fait. Ça s'appelait STI Art Appliqué, donc je pense que ça a changé depuis. C'était des sections qui étaient assez rares, donc il y avait quelques lycées qui en proposaient. Et j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cette formation. Donc, dès le lycée, j'ai étudié le design, l'art, l'architecture intérieure, la communication, tout ça. Donc, ça, c'était génial. Donc, dès le lycée, j'ai pu apprendre toutes les choses comme ça qui me passionnaient par rapport à l'art, au design et à la création. Donc, après ce bac-là, je suis partie à Paris et j'ai continué. J'ai fait un BTS design d'espace. À l'époque, ça s'appelait comme ça. Après, c'était en 2 ans. Donc, pareil, c'était surtout axé sur scénographie, muséographie, architecture d'intérieur. Il y avait aussi tout ce qui était par rapport à l'espace, un peu de paysagisme aussi. Enfin, on touchait un peu à ces différents domaines-là. À la fin de ce diplôme, je me suis dit pourquoi me contenter de l'architecture d'intérieur alors que je pourrais carrément être architecte. Donc, je me suis dit, je tente, je rentre en école d'architecture. Donc, je suis rentrée en deuxième année à l'école d'architecture à Paris aussi. Et donc voilà, c'était super. J'ai adoré. Je me suis dit, ouais, génial, trop bien. L'architecture, ça me plaisait bien. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en master, dans mon école d'architecture, il y avait beaucoup de partenariats à l'étranger. Donc, j'avais la possibilité de partir au Japon. Et le Japon, c'était un pays qui m'avait toujours fascinée. En fait, j'avais un attrait comme ça pour la culture japonaise dès l'adolescence. Et niveau architecture, il y avait aussi plein de choses. Enfin, les architectes japonais, l'architecture contemporaine ou traditionnelle, il y avait des choses assez folles qui se faisaient là-bas. Donc en Master 1, j'ai pu partir 1 an en échange à Kyoto. C'était absolument une année géniale. Donc j'ai commencé à apprendre un peu le japonais, j'ai découvert la culture, etc. Donc c'était vraiment une année un peu charnière. Et je me suis dit aussi, ça ouvre plein de portes auxquelles j'avais pas forcément réfléchi avant, à l'international, à voilà, plein de nouvelles réflexions qui se faisaient. Et c'est surtout pendant cette année-là que j'ai commencé à travailler sur mon mémoire de master. En architecture, on a aussi cette étape où il faut qu'on écrive un mémoire de master. Donc moi, je l'ai fait sur un sujet par rapport au Japon. Et j'ai tellement adoré en fait la rédaction de mon mémoire de master que je me suis dit en fait peut-être que la recherche c'est pour moi. Et j'ai commencé à avoir un attrait pour le doctorat, à me dire l'enseignement, la recherche, plutôt que de travailler en fait dans un cabinet d'architecture, j'étais plus attirée par la théorie et me dire que la recherche, le métier, voilà, le domaine universitaire, ça me correspondait plus. Donc ce que j'ai fait à la fin de mon master, je me suis dit je tente un post-master recherche. C'était toujours dans mon école d'archi, en me disant, je vois si éventuellement le doctorat, ça peut me convenir ou pas, et si j'ai la possibilité de le faire. Donc, je fais une année supplémentaire, en fait, après, à la fin de mon master, pour me dire, voilà, je mets un pied dans la porte et je me dis si ça me plaît ou pas. Et en fait, ça m'a complètement, j'ai été convaincue, je me suis dit, le doctorat, j'ai absolument envie de le faire. J'ai postulé pour une bourse au Japon, donc pour faire ma thèse au Japon aussi, parce que j'avais toujours cet attrait pour le Japon. Donc j'ai postulé pour avoir une bourse, j'ai décroché la bourse
Et du coup, je suis partie 4 ans faire une thèse de doctorat en architecture à Kyoto. Je suis retournée dans la même université. Et voilà, ça c'est un peu le parcours que j'ai eu. Et sauf que à la fin du doctorat, un changement d'idée, la voie universitaire, ça me convenait pas vraiment en fait. Donc je cherchais quoi faire. Et je suis tombée sur la rédaction web SEO. Et donc je me suis formée et je me suis lancée en septembre 2021 en rédaction web. Voilà un gros résumé de mon parcours des dernières années. Donc c'est tout récent en fait, et c'est ce qu'on peut voir un peu sur ton profil, enfin toute la charte graphique que tu as aussi sur Instagram, on va en parler tout à l'heure. Le côté manga, culture japonaise, pas que ça, parce que ça fait un peu Oui, stéréotype, mais aussi tout ce qui est l'architecture et la culture. Donc 2021, tu es sorti diplômé, comment on dit, doctorant, docteur en... Docteur. Doctorant, en fait, c'est quand tu es Oui, quand tu le fais. étudiant, enfin quand Mhm, tu es candidat au doctorat, donc on mhm, t'appelle doctorant ou doctorante. mhm, Et une fois que tu es diplômé et que tu as le diplôme en poche, le sésame, le mhm. PhD, tu es docteur. Alors docteur Docteur. Il y a un E quand tu es, mineur. en recherche architecturale ou c'est ça ou comment? Oui, docteur en architecture. Après, c'est un peu compliqué. Moi, je l'ai eu au Japon, mon doctorat. Donc, Mhm, c'est complètement intégré dans le système licence, master, docteur. En France, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des écoles doctorales qui sont séparées de l'université. mhm. Donc, en fait, en France, ce serait docteur en géographie avec une spécialité architecture. Bon, c'est un peu complexe après, Ok, donc c'est pour des gens par les exemple intitulés. liés avec de l'urbanisme, du génie, comment on appelle, du génie civil, j'imagine, et Génie civil. En fait, c'est qu'en France, il n'y a pas de... Comme il n'y c'est a un pas peu d'équivalent. compliqué après, mais Ok, l'école d'architecture, en fait, ne fait pas partie des... de ce cursus. Ok. fait partie du ministère de la Culture. Ah, ok. Donc, du coup, elle a pas, il y a pas d'école, si tu veux, il n'y a pas de doctorat en architecture parce que c'est le ministère de la Culture et pas Ouais, le c'est ministère. considéré comme un art, Donc, c'est l'architecte. un peu... C'est ça. C'est une école, en fait, c'est pas l'université. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'école doctorale Ah, spécifique. ok. Ah, Donc, d'accord. après, c'est pour ça, après, il y a des portes dérobées, soit géographie, Oui. sociologie, histoire. Voilà, il y a différentes manières, en fait, Donc pour de revenir faire un peu après un doctorat en architecture. sur ton parcours, donc tu es au Japon en 2021, avec ton diplôme en poche, c'est ça ou 2000, c'est ça, hein? Oui, Et c'est ça. là, J'ai rendu ma thèse à Noël, le 25 décembre 2020. 2021. Ok, très bien. Et donc ça veut dire tu te dis bon, Covid, hein, la deuxième vague Exactement. ou la Xème vague 2021, faut travailler, comme on dit. Donc tu te dis, t'es bloqué au Japon, fermé chez toi, et tu te dis, bon, tu démarres un peu parce que tu avais toujours cette idée de création dans l'architecture, décoration d'intérieur. Et comment tu es arrivé à modifier ton parcours, aller vers la rédaction web, parce que tu as un peu découvert ça là-bas, c'est ça, hein? C'est ça. En fait, j'ai fait ma soutenance de thèse en janvier 2021. Mhm, Et il me restait, j'avais 3 mois parce que mon visa se terminait fin mars 2021. Donc mhm, j'avais 3 mois où j'étais coincée au Japon toute seule, Covid, voilà, plus rien mhm. à faire en plus parce qu'après 4 ans de thèse, bon bah voilà, tu te retrouves au final, d'un coup t'as plus rien à faire alors que t'as bossé dessus pendant 4 ans, donc c'est un peu le vide intersidéral. Ouais, t'étais ermite, quoi. Et Ermite, il faut ressortir, bah, quoi. c'est ça, Et tu peux pas t'es sortir. ermite et tu sais plus quoi faire de ton temps en fait parce que t'as plus Oui, l'habitude d'avoir autant de temps libre. Donc du coup c'était un peu d'accord. déroutant quoi. Et donc ça tombait bien, c'est que j'étais tombée sur une formation en rédaction web. Mhm, Et en fait, comment j'ai découvert la rédaction web SEO, c'est un peu par hasard. C'est que au moment où je rédigeais ma thèse, quelqu'un m'avait contacté sur LinkedIn, mhm. un éditeur en chef d'un magazine qui cherchait quelqu'un pour écrire un article sur l'architecture au Japon. Ah, ok. Et donc il m'avait contacté comme ça et ça s'était très bien passé la collaboration. Mhm, Et je m'étais dit, bah, pourquoi pas, s'il y a une personne qui vient me chercher pour mon expertise pour rédiger un article, j'avais adoré l'expérience en plus. mhm. Je m'étais dit, bah, peut-être que ça peut devenir un métier. Ah, Donc, je cherchais un peu t'as creusé. journalisme, pigiste, un peu tous Mhm. ces biais-là, en me disant peut-être qu'avec mon expertise et mon doctorat en poche, il y a moyen peut-être de trouver une voie dans l'écriture, quoi. Ok. Et en cherchant comme ça des annonces sur LinkedIn, j'étais tombée sur rédaction web SEO. Ah, Je ok. me dis, mais c'est quoi le SEO? C'est quoi ce métier? J'ai commencé un peu à fouiller. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas?
j'ai trouvé une formation et je me suis dit, bah, vas-y, je tente parce que j'étais en mode ermite chez moi en attendant la fin de mon visa au Japon. Donc, du coup, j'avais du temps à perdre. Je me suis dit, bah, je tente la formation, je vois Du temps à si mettre ça à me profit, on va convient, dire. si ça peut le Pas à faire. perdre. Ouais. Oui, voilà, c'était pas du temps à perdre, j'avais beaucoup de temps et je me suis dit, tant qu'à faire, autant rentabiliser et Ouais. tester quelque chose, quoi. Donc, en même temps, je créais mon site web, j'essayais, voilà, de faire plein de choses à côté, quoi. Donc c'est super intéressant, j'aimerais bien revenir là-dessus dans le sens où tu dis le hasard, le hasard, bon, beaucoup d'invités on se rend compte, il y a un hasard mais qui est un peu provoqué par rapport à ses intérêts et son background, et aussi ben, les réseaux, les gens qui viennent vers toi, donc aussi encore un autre hasard en disant faire rédaction, et de prendre l'opportunité de dire bon ben why not, on y va, on teste, et donc alors je trouve ça pas mal aussi, il y a l'autre sujet, donc le hasard, le provoquer, prendre une opportunité et en plus de ça creuser le sujet en se formant. Bon, c'est pas pour tout le monde. On a vraiment on a les trois éléments d'un entrepreneur, d'un profil entrepreneur où on teste des choses, on creuse, on gagne en compétences, on gagne en formation. Et donc tu te retrouves à finir ta formation, à apprendre qu'est-ce que c'est le référencement, à écrire des articles. Et au fur et à mesure, tu développes comment dire, ton auto-entrepreneuriat ou une micro-entreprise pour toi, c'est ça? Oui, exactement. En fait, j'avais déjà une micro-entreprise qui était déjà ouverte en France parce que je travaillais, je faisais des petits jobs de temps en temps depuis le Japon pour Mhm, d'anciens clients. Donc mhm. j'avais déjà une micro-entreprise qui était ouverte et active. Donc du coup, je l'ai relancée. Ça veut dire que tu travaillais pour des clients en Europe depuis le Japon en fait. C'est ça. C'est En pas fait, c'est mal. qu'un stage que j'ai, pour mon stage de master, j'avais intégré un cabinet de prospective urbaine avec Hein, qui ça s'était super bien passé. J'avais adoré l'expérience. mhm. J'avais aussi écrit des articles de blog pour eux par Ok. rapport au Japon. Mhm, Donc, on avait un peu cette passion aussi en commun. mhm. Et on avait gardé contact parce que je leur écrivais leur newsletter. Donc, je faisais leur newsletter depuis le Japon tous les mois. Excellent. Pour eux, ils sont basés à Paris. Et donc, du coup, j'avais gardé un peu ce contact. Comme Déjà quoi. un peu, j'avais déjà un peu des liens dans la rédaction web avant même de faire le doctorat, en fait. Ah ouais, ah ok. Donc, non, ok, donc tout est lié en fait. Et ce qui est intéressant en plus C'est pour ça. Ouais, ouais. de creuser les passions ou on va dire les petits jobs, les petites activités. En plus, c'est quelque chose qu'on fait avec passion, puisque j'ai bien compris que du côté artistique, tu d'aimer écrire, de dessiner, j'imagine. Ça fait penser qu'on a quelques invités comme ça qui en creusant le sujet, bon, après, ils en ont fait aussi leurs études, puisque tu as fait de l'école d'architecture, art appliqué, donc toute cette partie, ce profil de créateur, mise à profit avec des métiers est-ce qu'on va dire des nouveaux métiers, parce que le rôle de pigiste, on va dire pour les livres ou pour les journaux, s'est transformé dans le digital, c'est-à-dire les newsletters, les blogs et autres. En fait, c'est des pigistes, on va dire digital, je sais pas comment on peut dire ça. Donc ça t'a Oui, permis de... oui, bah, c'est un peu ça, ouais. C'est Et avec un écrivain numérique, un quoi. écrivain numérique, ah, c'est joli comme terme, c'est pas mal comme terme. Et puis dans le sens aussi, bah, tu as travaillé avec une passion commune pour le Japon, j'imagine, donc ça a permis de se spécialiser. Bon, je m'imagine qu'il n'y a pas... c'est une culture qui est très très différente et qui attire souvent les Européens. En plus, étant là-bas, tu pouvais vraiment rajouter plus d'authenticité dessus. Et donc, on arrive donc fin 2021, tu es sorti avec ton titre de docteur, tu fais des activités à côté. Je crois que tu es en Allemagne, hein, on n'en a pas parlé au début, j'ai oublié de l'indiquer, tu es dans le sud de l'Allemagne, je crois, hein, c'est ça? Oui, maintenant je suis à Munich. Donc je suis arrivée à Munich en avril 2021. Ok. Donc, ah ouais, donc t'as livré ton doctorat avant et où tu pouvais le livrer depuis l'Allemagne. Non, j'ai fait ma remise de diplôme, donc j'ai soutenu ma thèse en janvier 2021. J'ai eu mon diplôme en mars 2021 officiellement. J'ai reçu le Oui. nouveau papier, etc. Et du coup, après, donc j'ai fait un petit stop en France et après, je suis venue rejoindre mon copain à Munich à partir d'avril 2021. Ah ok, c'est ça. Ok, ouais, c'est ça, ce qu'on avait dit. Alors là aussi, on a beaucoup de cas d'entrepreneurs ou d'entrepreneurs femmes. Je sais pas comment on dit entrepreneuse, mais j'aime pas du tout le terme. Enfin, je pense que beaucoup me font la remarque aussi. Suivre aussi soit son compagnon, son partenaire dans le pays, soit l'Allemagne, soit d'autres pays. Et donc du coup, tu te retrouves en Allemagne en suivant ton copain. Et là, tu t'es dit, tu continues ton activité. En fait, j'étais au milieu de la formation. Ok. Mhm, C'est aussi pour ça que j'avais fait le choix. Je me suis dit, je commence la formation dès le Japon, mhm, puisque de toute façon, je savais que j'arrivais à Munich et que je parle pas du tout allemand.
je savais pas trop professionnellement ce que je voulais faire. Je cherchais un peu les cabinets d'architecture. Ouais. J'avais eu un entretien pour une start-up en décoration d'intérieur, mais Mhm. je sentais que ça me correspondait pas du tout, quoi. Donc, je cherchais un peu une autre voie et Mhm. puis quelque chose que je puisse faire en français, Ouais. de partout et enfin voilà, de pouvoir être assez libre. Mhm. Donc, j'étais en cours de formation, ça me plaisait. Je savais pas encore si financièrement ça allait être rentable ou pas, Mhm. mais je me suis dit, de toute façon, j'ai rien à perdre puisque je vais arriver à Munich, je vais pas trouver comme ça un job facilement en Ouais. claquant des doigts, sachant que je parle pas allemand. Ouais. Donc je me suis dit, j'ai tant qu'à faire, je finis, il me restait 3 mois de formation, un peu plus de 3 mois de formation. Je me suis dit, je vais jusqu'au bout, Mhm. je tente l'aventure, et puis si ça marche pas, bah tant pis, je trouverai un plan B et je chercherai autre chose, quoi. Ok, ouais, non, c'est pas mal aussi dans le sens. Après, c'est une bonne logique, puisque dans le sens, tu sais très bien que tu arrives dans un pays où la culture est différente. Si on n'a pas nécessairement le lien de la langue, hein, c'est ce qu'on j'en indique régulièrement quand tu arrives dans un pays. C'est vrai, tu t'as appris, comme tu l'as indiqué au Japon, quand tu es arrivé, bon, j'imagine que tu avais des rudiments de japonais, mais tu l'as appris sur place. Je pense que c'est un Ouais, sacré coup aussi. Quand tu reproduis le même exemple en Allemagne, tu te dis, bon, ça va être pareil, je vais pas avoir un boulot directement, à part ouais, peut-être un boulot alimentaire où l'allemand n'est pas nécessaire, bien que tu te retrouves avec des métiers, on va dire, purement alimentaires, hein, sans critique et autres, mais c'est dire, voilà, la langue est limitée, donc tu as continué sur le cœur enfin, le cœur de métier, tes passions et les sujets qui t'intéressaient en te formant. Et donc tu finis ta formation rédacteur web. Alors faut nous expliquer un peu ce que c'est le référencement, je pense qu'on peut. Du coup, tu as démarré, tu as continué sur ta niche de la rédaction pour des cabinets d'architectes ou des décorateurs intérieurs. Comment ça se passe? c'est ça. Donc j'ai fini ma formation à l'été 2021. Avec dans l'idée, j'avais directement quand j'ai commencé la formation, j'avais un peu dans l'idée que de toute façon, je voulais que ça ait un rapport avec mes passions et Mhm. avec l'expertise que j'avais, quoi. Parce Bien que je me sûr. suis dit quand même, j'ai un doctorat en architecture, c'est pas pour aller écrire sur les pommes de terre ou sur des sujets qui n'ont aucun rapport avec ce que je connais, C'est quoi. clair. Donc j'avais quand même dans l'idée de me Niveau dire que crédibilité, même c'est pas si ça, quoi. On est d'accord. après en rédaction web, ça peut être très, il y a des gens qui sont très très généralistes. Voilà. Après, on peut être vraiment spécialisé. Moi, avec le parcours que j'avais, je me suis dit, il faut que je mette à profit cette spécialisation. Mhm. Donc, j'avais déjà dans l'idée de me dire, je tente cette niche de la rédaction web, spécialement pour les architectes, les décorateurs d'intérieur, le design, voilà, Mhm. toutes les thématiques que j'aime et sur lesquelles j'ai quand même des compétences. Donc, je me suis dit, je tente cette niche-là. Elle n'existait pas vraiment parce qu'en fait, il n'y avait pas de rédaction web spécialement pour les architectes. Mhm. Donc, j'ai pris un risque en me disant, bah, je me niche et je vois si j'ai de la demande ou pas. Et au final, dès les premiers mois, j'ai eu pas mal de demandes spécifiquement parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui parle un peu le langage de l'architecture. Parce qu'ils voulaient soit s'adresser, soit c'était des architectes, Ouais. soit c'était des marques qui voulaient s'adresser aux architectes. Et du Ok. coup, ils cherchaient quelqu'un, voilà, qui maîtrise en fait le langage de l'architecture. Donc, t'étais le maillon, Donc, le c'est comme ça lien. que je me suis un peu lancée. Exactement, je suis le lien entre la rédaction web et l'architecture. Voilà, je mélange tout ça Ah, c'est pas dans mon mal, travail. super intéressant. Donc, tu as créé toi-même ton propre métier et tu as complété comment dire, un vide dans un besoin. C'est quand même, entre guillemets, gonflé de se dire, bon, je tente, peut-être, au final, les gens sont venus en chercher et t'ont trouvé. Oui, au début, je me suis dit, puis on verra du coup le SEO, mais il y a quand même le référencement. Donc, j'avais cette capacité à. Donc, mon site web, si tu veux, je l'ai positionné sur des requêtes comme rédaction web architecture, rédacteur web architecture. Ce Mhm. qui fait que quand des clients avaient des demandes ou cherchaient, ils tapaient dans leur moteur de recherche Mhm. des choses en rapport avec la rédaction web et l'architecture, j'étais une des seules à apparaître parce que je suis une des seules à faire ça pour l'instant, en tout cas. Ouais, puisque tu l'avais bien Donc, c'est ça qui référencé. m'a permis voilà, parce que j'avais bien référencé mon site. Et après, sur les réseaux sociaux aussi, je communiquais beaucoup Mhm. sur background d'architecte, sur la rédaction web, etc. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai communiqué sur ma spécialité. Ok. Au début, je me suis dit, je tente cette niche-là, je ne savais pas si ça allait marcher ou pas. Mhm. Donc, je m'étais dit, je me laisse 3 mois quand je me lance, en me disant, je vois si cette niche-là, je sens qu'il y a un besoin, qu'il y a des gens qui viennent vers moi. Si Mhm. ça marche pas, bah, je changerai, soit je cherche un job en salarié, soit je change de niche, je prends des projets plus généralistes. Mhm. Mais au début, j'ai un peu fait ce choix de faire le tri. Mhm. J'avais Ouais. pas mal de demandes au début quand j'ai commencé. Et j'ai fait un peu le tri et le choix de mes clients de dire, ça, c'est des missions sur lesquelles j'ai envie de travailler, ça, c'est ma spécialité, j'ai envie de travailler sur ces missions-là. Mhm. Donc, j'ai pris peu de missions, mais plutôt des choses vraiment qualitatives et par rapport à des sujets qui, moi, me parlaient en tout cas.
si tu me permets, je trouve que c'est super intéressant parce que c'est vraiment, tu as évité le piège dans lequel on tombe en tant qu'entrepreneur et qu'on se lance, où on ratisse très large et on prend tout avec la crainte de dire oui, il faut prendre tous les clients, quitte à ratisser large, hein, et pour pouvoir faire entrer la maille, hein, je dis ça vulgairement ici, chers auditeurs, Mhm. mais c'est pas mal parce que je pense que on avait eu la même discussion avec une autre participante où il disait voilà, ben, se focaliser sur ton sujet, ta passion, ton domaine, donc l'architecte très spécifique, la thématique spécifique, pour pouvoir choisir tes clients et travailler dans quelque chose qui te plaît. C'est quand même un sacré luxe parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui prennent un job parce qu'il faut prendre un job. Alors, je pense que les mentalités changent à travers les générations aussi, mais se dire voilà, faire quelque chose qui vous passionne. Donc moi je dis chapeau bas parce que c'est pas donné à tout le monde. Il y a la pression sociale, la peur de se dire ok, il faut que je rentabilise ou il faut que mon système fonctionne. J'avais envie de venir sur une thématique un peu plus. Là maintenant, aujourd'hui, qu'on enregistre cet épisode chez les auditeurs, on est en 2022, donc quasiment un an après que tu te sois lancé. Est-ce que tu t'es fait un premier bilan? Est-ce qu'on peut parler d'un premier bilan ou Oui, bah, j'ai essayé de faire un peu un bilan cet été, comme j'arrivais, donc en septembre 2022, c'était un peu les 1 an de la micro-entreprise. Donc je me suis fait un bilan un peu en me disant, bah ok, j'ai réussi à atteindre un peu, tes que je suis objectifs? satisfaite de mes résultats, de mes objectifs, Mhm. etc. Et au final, je suis assez contente, même si bon bah financièrement c'est la première année, donc c'est pas forcément. J'aimerais bien voilà augmenter mon chiffre d'affaires et toutes ces questions plus financières. Bien sûr. Mais en tout cas, je suis satisfaite j'ai de plus en plus de clients. Ok. Je vois que ma communication, elle fonctionne parce que j'ai de plus en plus de demandes spécifiques sur l'architecture, sur la décoration d'intérieur. Donc je sens que voilà, au niveau communication, ça commence à fonctionner. Je suis très contente de mes clients. J'ai pas beaucoup de clients, mais comme je te disais, voilà, je les choisis et je les chouchoute. Et ils Du coup, les reviennent. collaborations que j'ai en cours, tout le monde, ils sont très contents. Je sais que voilà, ils reviennent s'ils ont des besoins, s'ils ont pour l'année prochaine en plus, j'ai des clients satisfaits qui vont du coup me demander me demander plus d'articles ou Mhm. qui me demandent plus de missions. Donc du coup pour 2023, je suis assez confiante et assez contente de mon bilan. Écoute, c'est quand même pas mal, super intéressant. Donc, tu as souligné un point. Et je pense qu'on rejoint un peu, je sais pas si tu as écouté un des épisodes précédents, Laetitia, à l'épisode 60, qui est dans le Oui, design aussi, oui, oui. qui elle aussi m'indiquait la fidélisation. Elle fait ça depuis pas mal d'années, hein, parce que je ne saurais plus dire. J'envoie nos auditeurs à aller écouter. Je ne sais pas si c'était 5 ou 10 ans qu'elle elle fait déjà dans le design, dans le sens où la fidélisation, prendre moins de clients, mais des clients pour lesquels tu travailles à 200% au niveau qualité top, et tu sais que c'est le meilleur élément pour fidéliser les clients et pour venir. Toi, tu indiques ça au bout d'un an, donc ça veut dire que tu as fait tout un gros travail de com. La communication, ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein, c'est un truc à Mm. long terme, et je le vois, je l'ai vu sur ton profil Instagram, le contenu est super travaillé, très, très, très orienté, très, très spécifique. Et bon, moi, j'apprends tous les jours dessus, puisque, comme beaucoup d'éditeurs, le référencement, c'est un peu une certaine magie, quelque part, des termes, et pour lesquels les gens, maintenant, on prend de plus en plus, on le considère de plus en plus pour être bien référencé, parce que c'est quand même la clé pour être trouvé. Parce que dans les Oui, méandres de oui, oui. l'Internet, pour faire la différence, que tu tapes sur un moteur de recherche qui commence par G et que tu tapes des mots très Mm. génériques, ben on sait très bien que les premiers ça va être ben, ceux qui payent, c'est-à-dire des liens sponsorisés, hein, achetés, qui faussent un peu le bon référencement. Mais on a toujours la possibilité, en mettant les bons mots-clés, en bien créant son site, en mettant les bons termes qui vont bien, mais de pouvoir d'être plus facilement trouvé. Et je pense que tu vas me confirmer là-dessus. Le fait aussi d'avoir une communication multi-channel, c'est-à-dire sur Instagram, sur LinkedIn, un site, des YouTube et autres, d'avoir toujours la même communication, la même information qui est communiquée sur des canaux différents. C'est bien ça, hein? T'es pas encore sur TikTok, Oui. TikTok, non? Non, je suis pas. Moi, je me focalise pour l'instant C'est vraiment pas ton public. sur Instagram. Après, je développe un peu Pinterest aussi, parce que Ok, ça ouais. ramène du trafic. Pour le SEO aussi, c'est intéressant. Et Ouais, comme j'écris beaucoup d'articles de blog, je travaille aussi Pinterest. ok. Mais oui, oui, tu as raison. De plus en plus, en fait, d'avoir, on appelle ça le
SMO, c'est le référencement par rapport aux réseaux sociaux. Ok. Ça va prendre de plus en plus d'importance aussi parce qu'il y a certains posts qui sont référencés, les vidéos YouTube, elles sont aussi référencées. Ouais. Donc, ça va prendre de plus en plus d'importance. Et puis, ne serait-ce pour toi, tes outils de communication, c'est bien de ne pas mettre tous tes œufs dans le même panier Mm. parce que tu sais jamais ce qui va arriver sur un réseau social, si Google fait une mise à jour, des choses comme ça. Mhm. Donc, c'est bien dans tous les cas de varier en fait tes apports de trafic vers ton site internet. Donc ça exige une certaine adaptabilité et aussi suivre un peu, entre guillemets, les tendances. Je veux dire, le questionnement, je me le suis posé, parce que ce qui concerne par exemple le podcast, j'ai commencé sur les plateformes audio, maintenant je les mets sur YouTube. J'avais commencé à mettre beaucoup sur Instagram parce que les gens passent beaucoup dessus et que c'est un, comment dire, c'est pour capturer, les gens regardent dessus, donc ça inspire les gens. Mais on m'avait indiqué, bon, allez sur Twitter. Bon, actuellement, on ne fera pas de commentaires dessus, mais peut-être Mm. sur Twitter ou certaines générations, parce qu'après, les publics qui utilisent, c'est des publics différents. TikTok, je disais à l'instant, faire des courtes vidéos dessus. Donc, bon, après, c'est vrai, on ne peut pas être partout, mais il faut être Oui, sur c'est certains ça. réseaux pour pouvoir être visible, quoi. Mais il Tout, faut surtout bien choisir ses réseaux en fonction de son client cible, c'est ça. de la personne. Parce qu'effectivement, si on vise des jeunes, bah, effectivement, il faut être sur TikTok. Mhm. En fonction de Ou la tranche Snapchat. d'âge, des centres d'intérêt, etc. Mm. Faut aussi penser un peu stratégie et savoir qui on vise et où est-ce qu'ils sont présents, en fait. Donc on arrive un peu dans les conseils que tu donnes pour être bien référencé, parce qu'on a parlé de deux sujets. On a parlé de référencement, donc les mots, hein, c'est le SEO, hein, pour les moteurs de recherche, et l'autre sujet c'était sur les réseaux. Tu as dit comment, les SMO, SMO. SMO. Alors, C'est en fait le référencement. Après, c'est plein de mots techniques. ouais. Alors c'est marrant, je le fais. Mais en gros, Mhm. c'est aussi, il y a de plus en plus par exemple, sur Instagram, Instagram développe de plus en plus aussi le SEO, donc ça va être important aussi, au-delà des hashtags et de toutes ces techniques-là, Mhm. de mettre aussi des mots-clés en fait dans son post, voilà, pour aussi, Instagram développe de plus en plus aussi des algorithmes un peu de la même façon que YouTube ou Mhm. Google, pour les mots-clés vont avoir de plus en plus d'importance aussi sur les réseaux sociaux. Ok. Pour pouvoir Alors, aussi être trouvé. ok, donc ça veut dire des mots-clés, parce que j'avais la discussion aussi, moi j'ai découvert le hashtag et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'il y a derrière? Pour moi, et peut-être corrige-nous dessus, peut-être les auditeurs aussi, le hashtag c'est quoi? C'est juste un compteur? C'est juste un mot-clé, par exemple, j'en sais rien, fête de l'école, enfin hashtag fête de l'école, je dis au hasard, hein. Et ça permet de relier entre eux, à travers différents réseaux, une même thématique, ou comment ça fonctionne? Qui c'est qui l'utilise? Ça fait beaucoup de questions. Alors après, je suis pas spécialiste des réseaux D'accord. sociaux, je suis pas spécialiste d'Instagram non plus. Ah mince. Mais voilà, donc après je l'utilise, mais bon, je maîtrise pas non plus toutes Les subtilités. le principe du hashtag, c'est surtout en fait, de catégoriser un peu Ok, les thématiques. ok, Donc c'est qu'après, une fois qu'on a mis son hashtag, je sais pas si c'est par exemple référencement. ok. Et ben en fait, il y a certaines personnes, c'est possible aussi de suivre des hashtags. Donc Uhum. peut-être que des gens qui s'intéressent au référencement et qu'on a mis sur notre post, on a mis hashtag référencement. Ok, Les personnes qui suivent ce hashtag-là vont avoir plus facilement accès à notre d'accord. post. Donc c'est un peu une façon de catégoriser dans différentes boîtes, quoi. Ok. Et le référencement, donc toi que tu fais, c'est spécialisé, tu aides donc les cabinets d'architectes ou les producteurs de matériel pour de décoration d'intérieur, par exemple, en leur aidant à choisir les bons mots-clés pour mettre sur leur site et sur leur communication. C'est ça, en fait, le référencement, pour mieux trouver. C'est ça, le référencement, en fait, moi j'aime bien dire que c'est comme un espèce de guide des bonnes pratiques pour pouvoir être mieux référencé apparaître dans les premières pages du résultat de Google, quoi. Mhm. L'idée, c'est de bien positionner son site web en fonction sur des requêtes qui vont être pertinentes par rapport à son domaine d'activité. Et donc, moi, je vais aider les entreprises, les architectes à pouvoir booster un peu leur visibilité sur les moteurs de recherche, quoi, pour qu'ils aient plus de trafic, potentiellement plus de clients, etc. Donc après, ça passe je dirais, il y a deux piliers sur lesquels, bon, juste pour expliquer un peu techniquement, le SEO, il y a trois piliers Mhm. actuellement. Donc il y a un pilier qui va être plus technique. Donc là, c'est comment l'architecture de site, comment il est construit, etc. Mhm. Il y a un pilier qui est plutôt sur les liens.
Donc, si des liens venant de l'extérieur, si c'est des sites d'autorité qui sont là depuis longtemps, voilà, la notoriété du site, etc., qui va jouer. Et après, il y a un autre pilier qui est le contenu. Ça, c'est le pilier sur lequel moi, je travaille. C'est quel contenu, quels mots vont être utilisés qu'est-ce que tu écris dans tes pages, en fait. Et donc ça va avoir une importance aussi. Parce que les algorithmes, ils vont scanner les pages et ils vont avoir une certaine intelligence pour détecter de quoi parle cette page-là. Et du coup, à qui je la propose quand quelqu'un va taper une requête dans son moteur de recherche, il va dire « Ah bah tiens, oui, j'ai scanné cette page-là, ça parlait de ça, je lui propose. » Parce qu'il va penser que c'est cohérent. D'accord. Donc ça donne son sens dans le sens rédacteur web, dans le sens travailler avec le propriétaire d'un site, travailler les bons mots-clés pour être suffisamment précis pour que sa page soit associée à cette thématique. C'est-à-dire tu vas pas mettre l'erreur bateau, si on parle architecture d'intérieur, c'est d'utiliser des mots-clés ou très bateau, architecture d'intérieur. Plutôt rentrer dans les détails, par exemple, je sais pas, les différents courants. Être plus spécifique. Ok. Et après, il n'y a pas que les mots-clés. Après, il y a aussi le texte. Donc, le texte qu'on va écrire dans les pages, que ce soit des pages fixes, des articles de blog ou des choses comme ça. Il y a aussi, faut se dire quand même qu'à la fin, il y a un lecteur. Ouais. Donc, il faut que le texte il soit intéressant, il faut qu'il réponde à ses questions, il faut que le champ sémantique aussi se soit varié pour que les algorithmes sont devenus de plus en plus intelligents, si j'ose dire. Et en fait, ils arrivent à comprendre aussi globalement. Donc, si tu as du champ lexical qui est en rapport, encore une fois, par exemple, à l'architecture, on va pouvoir travailler plein de champs lexicaux autour de l'architecture, de la décoration, de l'aménagement, de la rénovation, tous ces mots, en fait, tout ce champ lexical qui va être en corrélation. On va travailler tout ça, ce qui va permettre de placer une requête clé dans un contexte un peu plus large. Et ça, les algorithmes sont aussi capables de le détecter. Donc, c'est pas seulement placer un mot-clé à certains endroits et les répéter 15 fois, par exemple. Ouais. Ça, c'est des pratiques c'est ce qui assez se faisait obsolètes. avant. Ouais. C'est ce qui se faisait avant. Maintenant, c'est vraiment obsolète. Maintenant, c'est vraiment sur la qualité du contenu. Okay. Donc, c'est pas seulement des mots-clés placés à certains endroits. C'est un contenu qualitatif. Donc, c'est vraiment tout. Ça va englober tout ce qui va être écrit, tout le texte, en fait, va être important et va être pris en compte pour juger, entre guillemets, de la qualité. D'accord. Parce que j'avais entendu une approche un peu marketing, un peu désuète. Quand tu voulais faire le buzz sur certaines thématiques, tu générais automatiquement un site, une page, avec 36 000 pages derrière cachées, avec toujours des mots-clés par exemple par ville, par région, par code postal, pour justement, augmenter le nombre de scans d'un site. Pour être mieux référencé, monter dans le haut de la liste, puisque c'est ça au final l'objectif. Mais qu'au final, comme tu disais, les algorithmes sont tellement intelligents, maintenant ils sont tellement développés dans le sens, parce que c'est l'intelligence, on peut parler d'intelligence artificielle. Oui, après c'est l'intelligence artificielle. Voilà, intelligence artificielle qui va dire... Ils sont de plus en plus méticuleux, donc toutes ces pratiques de spam, de ce qu'on appelle du black SEO, qui sont des pratiques un peu douteuses, maintenant ça passe plus en fait, parce que les algorithmes arrivent à détecter toutes ces mauvaises pratiques en fait. Donc c'est important de bien... En fait, il n'y a qu'une seule, je dirais la règle la plus importante, c'est de se dire que dans tous les cas, on s'adresse à un humain. Oui, au et final, Google, lui, son objectif, ou tous les moteurs de recherche, son objectif, c'est de satisfaire la personne qui a derrière son écran. Donc dans tous les cas, peu importe ce qu'on fait, il ne faut pas se dire je fais ça pour des algorithmes, ou pour j'essaie de tromper les algorithmes, ou j'essaie de respecter les algorithmes. Peu importe, le but, c'est pas ça. Le but, c'est de se dire il y a un lecteur derrière. Ouais, et au final, l'objectif, c'est j'écris pour mon lecteur en fait, et je fais quelque chose de qualitatif. Exactement. Dans tous les cas, peu importe les mises à jour qui vont arriver derrière, ça fonctionnera toujours en fait, parce que l'important c'est que le lecteur derrière il soit satisfait en fait. Bah écoute, je pense que tu as tout résumé dans le sens, c'est la qualité qui prime, le travail, il y a un travail derrière, donc pour une bonne qualité, il y a un travail pointu, des heures passées à faire de la rédaction, donc c'est plus, il y a eu une époque où on bidouillait, si je peux dire, mais ça fonctionne plus. Mais ça fonctionne plus, et je le vois aussi, on se rend compte, il y en a encore quelques-uns, on voit des sites où je sais pas si c'est comment on appelle ça, du putaclic ou autre, ou des pages qui sont générées pour te faire aller en 36 000 pages, et au final tu te rends compte il y a beaucoup de déchets.
Donc pour avoir de la qualité, donc de la rédaction web de qualité, donc je pense que c'est un peu sur quoi tu t'es mis et très spécialisé, donc merci. Est-ce que tu as d'autres thématiques à aborder, Camille? Moi je pensais, on arrive un petit peu à la fin, hein, c'est super intéressant l'échange, je t'en remercie. Est-ce qu'il y a une autre thématique que tu voudrais aborder? Donc, Je ne sais pas si tu as d'autres questions oui, par alors rapport à ça j'ai pour une question éclaircir alors certains. plus approche vers les auditeurs, dans le sens, c'est un peu une question que je rajoute régulièrement en fait à la fin. C'est un peu le conseil pour la route, pour les gens qui ont l'âme un peu entrepreneur, qui ont envie de se lancer, qui savent pas trop. Qu'est-ce que tu leur dirais? Eh ben, je leur dirais de pas hésiter à se lancer, Mhm. de tester et de voir si ça fonctionne ou pas. Je dis toujours, mieux vaut que ce soit fait que parfait. Donc, faut pas être trop perfectionniste en fait et te dire, bah, je teste et puis voilà, si au pire, qu'est-ce qui peut arriver? Bah, tant pis, j'ai un plan B. Mhm. Et voilà, ne pas avoir de regrets, quoi. Donc, vaut mieux essayer de se lancer, même si c'est pas parfait. On teste, on améliore au fur et à mesure du temps, quoi. Et par contre, un autre conseil, moi, qui m'a beaucoup aidé quand je me suis lancée en freelance, c'est de connaître mon chronotype Mhm. pour pouvoir adapter un peu ma journée de travail, savoir les moments où j'étais les plus productive Mhm. et de pouvoir ajuster en fait ma journée de travail par rapport à ça et de pas avoir à se dire je dois coller à un modèle de salarié quoi, de me dire je travaille de 8 heures à 18 heures comme je le faisais quand j'étais salarié. Mhm. Si ça convient pas en fait à son propre rythme, de se dire bah ok c'est pas grave, moi ma journée je la fais de 10 heures à 22 heures si ça me convient. Enfin, vraiment de se dire on est en freelance, Ouais. on choisit nos horaires et on n'a pas à se culpabiliser entre guillemets par rapport à ça quoi. Bah, écoute, je trouve que c'est génial parce que tu t'as sorti 2 points et moi je te rejoins complètement là-dessus. Donc, dans le sens, mieux vaut faire qu'être perfectionniste. À un moment, il faut faire. Ça sera jamais parfait. La perfection n'existe pas. Mais on peut s'en rapprocher. Donc, travailler, avancer et tester. Et ce que tu as dit, j'ai bien aimé, c'est dans le sens, dit, bon, peut-être ça marche pas un plan B. Non, au final, si ça plante, je sais plus, on lit ça souvent un peu partout, ben, tu t'es pas planté. En fait, tu auras appris quelque chose de nouveau qui te servira pour plus tard. Et puis, le sujet chronotype, je pense que ça, on l'oublie un peu. On est en train de l'apprendre beaucoup maintenant avec comment dire, le fait de travailler à distance ou en asynchrone. Bon, c'est pas pour tous les métiers, on est bien d'accord, hein. Mais d'écouter son rythme, parce qu'on ne peut pas être créatif, et je pense que là-dessus, tous les créatifs vont nous rejoindre, ou même les gens en général. Ben, il y a des phases où il y a des périodes où tu n'es pas du tout créatif, où peut-être il y en a qui sont, comme ils disent en anglais, un hibou. Le soir, il y a des idées de fous qui sortent, ou il y en a qui sont plutôt travailleurs très tôt le matin, où il y a des périodes où il n'y a rien qui sort, il y a rien, donc il faut accepter ce rythme-là. Écoute, merci Camille. Alors pour nos auditeurs qui voudraient creuser un peu plus le sujet référencement, comment on peut te contacter? Alors, vous pouvez me retrouver, je suis pas mal sur Instagram, je réponds à tous les messages, donc si vous avez des questions, vous pouvez m'envoyer. Mon profil, c'est Camille Cosson, tout attaché, tiré du bas rédaction. Très bien. Et Sur fait... Instagram, sur LinkedIn aussi, j'ai un profil Camille Cosson sur LinkedIn. J'y vais un peu moins souvent, mais je fais Ah, de temps en temps. Et mon site web aussi, camillecosson.com. très Donc, bien. facile à trouver. Bah écoute, très bien. Donc merci Camille de ton passage. Merci d'être venu au travers de LinkedIn. Tu dis je n'utilise pas trop. Je crois que c'est LinkedIn ou la ruche Munich. Encore eux. Encore elle, pardon. Oui, oui, oui. J'essaie de m'y remettre un peu parce que je sais qu'avec la ruche, elles sont très actives sur LinkedIn. Donc, j'essaie toujours Ah, de passer faire un tour quand même, là, mais c'est très de bien. temps Et en puis je temps. te remercie d'être venu solliciter Monsieur Joe. C'est une thématique très intéressante. J'espère que vous, chers auditeurs, ça vous a plu. Que pour ceux qui sont intéressés par le référencement, vous allez visiter les différents sites ou réseaux sociaux où Camille est très active. Je pense que après voilà, c'est une thématique pointue sur l'architecture. Mais n'hésitez pas, j'ai commencé à te suivre sur Instagram et c'est vrai que je me suis toujours posé la question référencement ou pas. Je le fais sans le vouloir, dans le sens d'être sur différents sites, utiliser certains mots-clés, le travail du blog aussi, du texte un peu plus accroché, mais bon, c'est beaucoup de travail, hein. Mais je pense qu'au final, le public qui suit, ben, les gens qui cherchent un truc pointu, ils vont vous trouver. Donc merci à toi, je te souhaite une bonne journée et à bientôt. Merci à toi. À bientôt. Bonne journée.
Eh bien, chères auditrices et chers auditeurs, j'espère que ce 64e épisode avec Camille Cosson, rédactrice web, qui nous a parlé de référencement SEO, vous a plu. Je vous invite aussi, comme Camille et d'autres participants à ce podcast, à nous rendre visite sur LinkedIn, à nous solliciter, à Monsieur Joe, donc soit sur LinkedIn en cherchant Joël Lelanne. Envoyez-moi un message, j'essaye de répondre à tous les messages. Ou sur Instagram en cherchant le podcast de Monsieur Joe. Ou bien sûr le blog monsieurjoël.blogspot.com. Là-dessus, vous pouvez retrouver tous les épisodes. Et puis, vous pouvez aussi faire des recherches par mots-clés ou par numéro. En cliquant sur, je crois, en haut, il y a un petit champ de recherche, la petite loupe. Voilà. Et pour les fans de YouTube, vous pouvez aussi nous suivre sur notre channel. Tous les nouveaux épisodes sont dessus. Les anciens, j'essaie de les mettre au fur et à mesure. Donc n'hésitez pas aussi à vous y abonner. Enfin, je fais un petit rappel aussi. Je vous invite sur Apple Podcast de nous mettre 5 étoiles. Ça nous aide à être mieux référencés, à aider d'autres gens à mieux nous trouver. Donc n'hésitez pas à mettre aussi un petit commentaire sur cette plateforme de Apple Podcast ou aussi sur toutes les autres plateformes, Spotify ou autres. Merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire portez-vous bien, à bientôt et surtout, restez curieux.